Merci à vous qui êtes présents et présentes ce midi, cette fin de journée. Et sans plus attendre, je vais présenter très très rapidement nos deux conférencières, euh, dont au fond on bénéficie pour l'instant, comment dire, de ce que la rencontre peut avoir de beau, c'est-à-dire de la rencontre entre deux personnes qui s'intéressent à la même chose. Et puis, rencontre nous naît une complicité qui nous permet aujourd'hui d'avoir la joie, le plaisir de les écouter et d'échanger avec elles. Donc, qui sont ces personnes? Ces personnes sont Mada Lucienne Tendeng, qui est conseillère pédagogique en formation, pédagogie supérieure, enseignement supérieur à l'Université Laval à Québec, et Florence Courtade, qui est un petit peu plus loin, à 5526 kilomètres de nous, c'est-à-dire à Saint-Étienne, ou dans les environs, qui est donc ingénieur en pédagogie numérique à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Je vous remercie vraiment, Madame Lucienne et Florence, de vous êtes prêtées à cet exercice, parce que c'est toujours un exercice de, comment dire, de faire une proposition à deux, mais à deux sur, comment dire, une thématique qui nous intéresse toutes et tous, à savoir l'inclusion. Comment dire, cette présentation, ce webinaire s'inscrit dans ce que nous souhaitons, comment dire, mettre en place au sein de la section Amérique de la IPU, à savoir, comment dire, de favoriser les échanges, les partages entre une diversité d'acteurs, c'est-à-dire que l'on soit enseignant, enseignante, que l'on soit conseiller, conseillère pédagogique, étudiant, étudiante, sur des thématiques qui nous semblent être des thématiques d'actualité. Donc, sans plus attendre, on va passer à l'actualité du jour, qui est la conception universelle de l'apprentissage, car il est commun aujourd'hui de dire que depuis quelques années, je veux dire, il y a une grande diversification du public étudiant, et donc cette diversification nous conduit en quelque sorte à nous questionner sur comment prendre en compte cette diversification dans le design pédagogique, dans l'accompagnement des étudiants et des étudiantes de façon à ce que tout à chacun, tout à chacune puisse bénéficier en quelque sorte de conditions qui vont leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. Donc, je vais vous donner la parole. Je crois que c'est Mada Lucienne qui va débuter et ensuite Florence. Donc, le tout est enregistré. Vous aurez cela et des informations par la suite. Et bien entendu, nous réserverons un temps d'échange euh, dans une quarantaine de minutes, on va dire comme ça, ou peut-être avant même, sachant que s'il y a des choses que vous voulez aussi, des questions de compréhension qui vous empêcheraient de maintenir votre attention sur la suite de l'activité, vous avez bien sûr la possibilité de lever la main ou d'inscrire dans le chat, et puis Florie, qui est à mes côtés et ou aux côtés de qui je suis, eh bien, nous veillerons à ce que vos questionnements soient partagés avec nos intervenantes. Merci beaucoup, Madame Lucienne, Florence, c'est à vous. Bonjour, je vais commencer la présentation d'aujourd'hui en vous parlant de la conception universelle de l'apprentissage. Alors, je vous présente ce beau cerveau. Pourquoi? Parce que le cadre de la CUIA s'appuie sur la recherche en neurosciences cognitives. La recherche en neurosciences cognitives qui considère que chaque cerveau est composé de milliards de neurones qui se connectent pour former des voies uniques. Chaque personne naît donc avec une base de structure cérébrale influencée par la génétique, certes, mais qui évolue au fil du temps, en fonction de ses expériences, en fonction de ses interactions avec son environnement. Alors, autrement dit, pour la CUA et donc pour les neurosciences, il n'y a pas deux cerveaux identiques, de la même manière qu'il n'y a pas des empreintes digitales identiques. L'unicité de chaque personne apprenante peut s'apprécier par la diversité d'un certain nombre de caractéristiques individuelles. Donc, quand je dis peut s'apprécier, ça veut dire cela peut s'anticiper. Et là, je pense à la personne enseignante. Alors, quelles sont ces caractéristiques qui nous permettent d'anticiper la diversité du cerveau en contexte d'apprentissage? Les caractéristiques que je vous présente ici nous montrent, par exemple, que nos identités, qui sont différentes, font que face à une tâche, on a souvent différents intérêts. On va fournir un effort variable qui va induire notre niveau de persévérance. Et nous éprouvons aussi face à la tâche souvent différentes émotions.
Et nous avons aussi des capacités différentes à gérer ces émotions-là. Donc, la diversité des caractéristiques que je vous présente ici dépend de nos réseaux affectifs. De même, pour la CUA comme pour les neurosciences, les personnes étudiantes d'un même groupe auront des facultés et des capacités différentes de perception des informations qu'on leur présente. Donc, informations en termes de contenu, en termes de consignes même. Nous avons donc toutes et tous des niveaux différents de connaissances, de décodage, de maniement de la langue première, voire de connaissances de langue secondaire, et nous utilisons des moyens différents pour développer nos connaissances en lien avec nos connaissances antérieures, en lien avec des modèles mentaux, en lien avec des capacités de transfert. Et la diversité des caractéristiques que je vous présente là est liée à nos réseaux de reconnaissance. Enfin, nous avons des capacités et même des goûts différents pour interagir avec notre environnement. Nous nous exprimons et nous communiquons de manière différente et nous utilisons des moyens différents pour améliorer nos stratégies d'apprentissage. Et cette diversité de caractéristiques est liée à nos réseaux stratégiques. C'est autour de ces 9 caractéristiques que la CUA a formulé ses lignes directrices. Par exemple, si l'on demande à une personne apprenante de résoudre un problème de mathématiques, de lire à haute voix un poème ou de rédiger un texte de 500 mots, le cerveau de la personne apprenante va se mettre à se souvenir d'expériences antérieures pour décider si l'objectif qu'on lui présente est utile ou pas. Et en se souvenant d'expériences antérieures, le cerveau et la personne apprenante sont en train de déterminer l'engagement que la personne va émettre dans la tâche, sa représentation de l'information qui lui est présentée, donc de la consigne ou bien des contenus, et puis les actions que la personne apprenante va poser pour devoir réaliser la tâche. Et c'est donc pour cette raison que la conception universelle de l'apprentissage demande de concevoir divers moyens d'engagement, divers moyens de représentation et divers moyens d'action et d'expression. Cette raison, c'est la variabilité du cerveau en contexte d'apprentissage. Donc, ce que je vous présente là, en haut des 3 colonnes en différentes couleurs, ce sont les 3 principes de la conception universelle de l'apprentissage. L'intérêt de la CUA ne se limite pas juste à cette compréhension du fonctionnement du cerveau en contexte d'apprentissage. Parce que dans sa dimension verticale, la CUA a identifié 3 niveaux d'intervention pour chaque principe. Ces niveaux permettent à la personne enseignante ou à la personne conceptrice pédagogique de mieux planifier le matériel de cours, les contenus qu'elle va présenter, les activités ou ses interventions pédagogiques. Ces 3 niveaux permettent aussi aux parents de mieux guider l'apprentissage de son enfant ou à la personne étudiante adulte de prendre le contrôle de ses apprentissages de manière plus claire et explicite. Le premier niveau, qui est le niveau d'accès, concerne les éléments de base qui sont indispensables pour que l'environnement d'apprentissage soit utilisable pour toutes et tous. Par les stratégies qui sont suggérées, les stratégies qui s'appellent des considérations, Florence vous en parlera. Donc, par les stratégies suggérées, on comprend que l'accessibilité ne concerne autant la perception de l'information par nos sens que notre vision du monde, soit notre perspective. Donc, l'accessibilité concerne aussi ce qui est authentique pour nous ou encore nos modes de déplacement. Le deuxième niveau, qui est le niveau de soutien, permet de visualiser toutes les interventions d'accompagnement offertes soit par l'enseignant, soit par les pairs apprenants, notamment le soutien socio-affectif, le soutien communicationnel, le soutien technologique, le soutien méthodologique et d'autres encore. Le dernier niveau, qui est le niveau des fonctions exécutives, concerne enfin toutes les interventions qui favorisent l'apprentissage en profondeur. Par exemple, le développement de la conscience de soi, des capacités d'autorégulation, la métacognition, la réflexion critique, la planification, par exemple. Ainsi donc,
La CUA, qui était créée pour prendre en compte les besoins particuliers des personnes en situation de handicap, concerne en réalité toutes les personnes apprenantes et contribue à les rendre actives et responsables de leur apprentissage grâce à une conception proactive de parcours flexibles et d'objectifs d'apprentissage qui soient capables de s'appuyer sur les forces et les liens différents chez les personnes apprenantes, mais déjà établis. La CUA peut s'appliquer à différents domaines de la vie, mais aujourd'hui, on va rester sur le domaine de l'éducation. La CUA peut aussi s'appliquer autant au programme de formation qu'à un cours. Je pourrais vous en parler plus longtemps encore, mais aujourd'hui, je vais laisser à Florence le soin de le faire et de vous présenter le jeu Incluedo. Donc là, je vais... Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Madame Lucienne. Donc, nous passons la parole à Florence qui va partager et nous donner le goût de jouer. Oui, eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc moi c'est Florence Courtade et je suis ingénieure pédagogique à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et en même temps je suis doctorante en sciences de l'éducation au sein du labo éducation culture politique de Lyon 2. Euh, alors dans le cadre de nos missions d'ingénieur pédagogique, nos missions c'est du coup de former, d'accompagner les enseignants et de les former. Et dans le cadre de notre offre de formation proposée aux enseignants, notre diplôme universitaire qu'on a mis en place cette année à leur intention, et dans le cadre du projet Include qui est porté par l'Institut français d'éducation et les universités de Lyon et de Saint-Étienne, on avait proposé un premier atelier justement pour sensibiliser aux pédagogies inclusives. Donc, on était vraiment parti du début. Qu'est-ce que c'est pour vous l'inclusion? La différence avec l'accessibilité. Et après avoir un peu réfléchi sur des situations et des témoignages étudiants sur l'expression de besoins particuliers, on avait abouti à la conception universelle de l'apprentissage et donc le fameux tableau dont Mada Lucienne nous a un peu expliqué les éléments. Et donc, avec ma collègue Honorine Santiago, avec qui on faisait ce premier atelier de formation, on a perçu de la part de nos enseignants, du coup, une certaine difficulté pour appréhender la CEA, notamment parce que quand on reçoit le tableau la première fois, peut-être que ça a été votre réaction là, maintenant, en fait, il y a beaucoup d'informations. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté pour les apprenants, qui sont donc des enseignants, c'est la difficulté à se projeter, à comprendre comment on peut investir de manière concrète ce tableau et comment le mettre en œuvre, en fait. Donc, avec ma collègue, on s'est dit peut-être que ce serait intéressant de proposer un atelier vraiment uniquement sur la CEA, avec cette idée de faire manipuler les éléments un par un, séparément, c'est un peu ce que nous a proposé Mada Lucienne dans sa présentation, finalement, hein, petit bout par petit bout. Pour répondre à la deuxième difficulté de se projeter et d'investir de manière concrète, et du coup, proposer des situations simulées d'enseignement-apprentissage. Voilà, j'ai un cours de maths, comment est-ce que je dois transmettre des savoirs sur les équations du second degré, comment je m'y prends? Et puis après, ce qu'on a perçu aussi, ce qui pouvait être intéressant, c'est peut-être de donner l'opportunité aux enseignants de faire un pas de côté dans des situations surtout décorrélées de leur quotidien, de leurs contraintes, de leur expertise. Parce que quand on reste sur nos propres certitudes, c'est très difficile d'envisager les choses autrement. Et du coup, l'idée de se dire, au lieu de travailler sur un cours de maths et des équations différentielles, et si on devait proposer un cours de jonglage, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Et du coup, ça force forcément les personnes à se dire, en fait, pour qui, pourquoi et comment? Et finalement, c'était ça l'idée. Alors après, comment l'idée m'est venue, je ne sais pas trop, mais euh, je me suis dit qu'on pouvait jouer ensemble. Et je me suis dit qu'on pouvait utiliser le plateau du jeu Cluedo.
Donc le Cluedo, c'est un jeu normalement d'enquête. Un crime a été commis dans une demeure et pour les joueurs, il s'agit de trouver l'auteur du crime, l'arme du crime et le lieu du crime. Mais ce qui m'intéressait moi, c'était du coup ce plateau de jeu où en fait on se promène dans l'espace, dans un espace physique. Et du coup là, on aurait pu imaginer que du coup, ça n'est non pas une belle demeure, mais un établissement universitaire. Et du coup, notre grand salon deviendrait un grand amphi où l'enseignant fait un cours magistral pour un grand effectif d'étudiants. Le bureau deviendrait une salle de travaux dirigés où en fait l'enseignant fait un cours à un petit nombre d'étudiants. La véranda ou le jardin d'hiver devient la salle de travaux pratiques où ils peuvent faire des expériences du coup de biologie avec des éprouvettes, des microscopes, des choses comme ça. La salle de bal devient la salle de créativité. Donc oui, pour des cours d'art, de musique, mais aussi n'importe quel dispositif où l'enseignant veut mobiliser la créativité des étudiants. La salle de billard devient la salle de sport. La bibliothèque reste l'incontournable bibliothèque, médiathèque, bibliothèque universitaire pour les étudiants. Euh, on a le foyer, en fait, c'était la cuisine dans la belle demeure, et là, on dit que c'est le foyer étudiant. Donc, pour le travail en équipe collaboratif des étudiants, mais en autonomie sans la présence de l'enseignant. Et puis, le petit salon devient l'appart ou le condo, comme je crois vous dites au Québec, pour le travail personnel de l'étudiant. Et enfin, l'entrée reste l'entrée, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le moment où on accueille les étudiants. Souvent, les halls des universités sont aussi des lieux d'exposition, donc ça peut être ça. Mais l'entrée peut être aussi la sortie, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la pédagogie hors les murs, les stages en entreprise, les enquêtes sur le terrain, enfin toutes les expérimentations à l'extérieur. Et puis comme le jeu s'appelait Cluedo et qu'on était dans le projet Include, je me suis trouvée très maligne à appeler ce jeu Incluedo. Bon, voilà, ça c'est la petite anecdote. Donc, sur le principe, je reste avec un maître du jeu, comme tous les jeux de rôle en général, pour pouvoir diriger, piloter les discussions. Et donc, je me présente comme directrice de l'établissement. Je dois ouvrir une nouvelle formation qui doit être la plus inclusive possible. Et donc, je convoque mon équipe pédagogique, qui est donc les participants au jeu. Et donc, chaque participant, en début de partie, choisit son personnage d'enseignant. Ce personnage, c'est les cartes du Cluedo, et ce personnage met en avant certaines des compétences de l'enseignant et donne une couleur, en tout cas, à sa philosophie d'enseignement. Et donc, à ce stade, on fait un tour de table et chaque participant explique pourquoi il a choisi tel ou tel personnage. Par exemple, Docteur Olive est un professionnel de santé, donc l'enseignant, il peut mettre en valeur l'écoute, l'empathie, le raisonnement clinique, voilà, des choses comme ça. Mais c'est aussi le maire de la ville, donc gestion de projet, gestion de budget, prise de parole en public, voilà, ce genre de choses. Pareil pour Maître Pervenche, par exemple, elle est avocate dite puissante. Bon, bah, donc on a effectivement les questions de droit, c'est la prise de parole en public, le pouvoir de persuasion, mais ça peut être aussi les questions d'éthique, de déontologie et choses comme ça. Donc voilà, je ne vais pas faire le tour de tous les personnages. Ensuite, l'étape suivante, c'est ma commande en tant que chef d'établissement, donc un enseignement inclusif. Et donc, pour cadrer, eh ben, on fait un peu comme dans la vraie vie, comme pour l'approche par compétences. On commence par définir le profil métier auquel les étudiants se destinent. Donc là, on pioche une carte. Alors, je crois qu'au Québec, vous dites bicher une carte. On pioche une carte qui désigne le profil métier. Donc, ces cartes sont tirées du jeu Mysterium. C'est l'équivalent du Cluedo, mais avec des cartes de photolangage.
Alors au début, j'étais un peu déstabilisée parce que ces cartes, elles sont un peu inquiétantes. C'est des personnages qui sont censés être des meurtriers ou des coupables. Donc voilà, mais en même temps, à l'expérimentation, je me suis rendu compte que ça nous faisait basculer officiellement, automatiquement, dans un domaine imaginaire, complètement irréel. Et finalement, ça aide à la bascule. Donc finalement, c'est pas si mal. Donc, on définit le métier auquel on forme. Deuxième étape, on définit le niveau d'apprentissage visé. Donc là, à l'aide d'un dé. Donc les chiffres de 1 à 6, ça tombe bien parce que les études en France, après le bac, eh bien, on a 3 années d'études qui sont les licences. Ensuite, 4 et 5, les chiffres 4 et 5 vont désigner le master 1 et 2. Et le dernier chiffre, le 6, c'est le doctorat où l'étudiant fait sa thèse. Donc, c'est les années après le bac, donc après l'équivalent de votre cégep, si j'ai bien compris les correspondances entre nos organisations universitaires. Et donc, dernière étape, on a défini le métier, on a défini le niveau d'apprentissage, on définit du coup avec des cartes de photolangage tirées aussi du Mysterium ou du Dixit, la nature, la teneur, l'objet d'enseignement. Donc, ces cartes de photolangage, ça permet de dire, bon, alors on est en jongleur, 3e année d'études, et du coup, on va se pencher sur, je sais pas moi, les matières ou l'équilibre ou la gestion du stress avec le vertige ou des choses comme ça. Donc, simplement, ces cartes de photolangage, ça permet d'encourager les échanges, de faciliter la communication et d'aller plus vite sur la détermination du cours en question qu'on doit justement créer et rendre inclusif. Donc à ce moment-là, le jeu vraiment commence sur le plateau. Comme dans le Cluedo, les joueurs tirent les 2 dés et donc ils vont partir de leur point de départ. Là sur le plateau, il y a un point de départ et ils vont arriver dans une salle. Et ça va être la salle dans laquelle se tiendra leur enseignement. C'est la petite contrainte dans la mécanique du jeu. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des participants qui vont disposer d'une salle et d'autres qui vont rester dans le couloir. Ceux qui sont dans la salle font partie de l'équipe pédagogique et donc ils vont se réunir ensemble pour définir ce qu'ils vont proposer en termes d'enseignement. Et les participants qui sont dans le couloir vont faire partie de la commission pédagogique qui, avec la directrice de l'établissement, va voilà, poser des questions, demander des clarifications pour, au final, valider ou non l'enseignement, le projet d'enseignement proposé. Donc finalement, on se retrouve avec 2 équipes qui restent actives, qui adoptent des points de vue complémentaires. Tout ça n'est qu'un prétexte à la discussion pour se dire, ah oui, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que, oui, mais si vous avez un étudiant qui vient d'un autre pays, comment est-ce que ça va se passer, etc., etc. Bien entendu, la contrainte de la salle, c'est aussi un prétexte. Dans la vraie vie, quand on conçoit un enseignement, la question de la salle, elle arrive quand même pas tout de suite. Donc, si au final, la proposition d'enseignement ne colle pas du tout avec la salle dans laquelle ils se trouvent, ils peuvent disposer d'un joker, ils peuvent passer un appel à la scolarité et demander que le secrétariat fasse un changement de réservation de salle. Et voilà, comme ça, il y a pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. Donc après les échanges et les clarifications, bon, vous imaginez bien qu'on va valider l'enseignement proposé puisque finalement on l'aura construit ensemble. Une fois qu'on a validé l'enseignement, eh ben, on recommence, on fait un nouveau tour. Donc, nouvelle carte de profil métier, nouveau tirage pour le niveau d'études, nouvelle explicitation. Et puis, du coup, on se balade dans l'établissement et finalement, il y a une nouvelle équipe pédagogique, une nouvelle commission pédagogique. Et voilà. Le but du jeu, à la fin des différents tours, des différentes mises en situation, c'est que finalement, on a reconstitué, enfin, on a balayé vraiment tout le tableau de la CEA. Et finalement, on a réfléchi de manière concrète sur chacun des éléments. Et en fait, voilà, c'est ça le but. Alors, pour vous partager mon retour d'expérience, du coup, j'ai expérimenté le jeu auprès de mes étudiants en Master 2 expertise recherche en sciences de l'éducation. J'ai la chance d'enseigner aussi auprès d'étudiants. Donc,
On a fait cette expérimentation. Dans cette classe, ils sont 10 étudiants. Et puis, on a fait cette expérimentation avec ma collègue Honorine auprès des 15 enseignants qui sont inscrits à notre diplôme universitaire de pédagogie que nous portons dans le cadre de notre service universitaire de pédagogie. Euh, bon, alors j'avais fait attention à bien envoyer le tableau en amont et on avait un peu travaillé avec les étudiants. Seulement, les enseignants qui étaient inscrits au début de pédagogie ont participé au premier atelier de sensibilisation juste la séquence d'avant. Et donc, bon, ils n'avaient pas tout à fait de recul, pas tout à fait suffisamment de recul en tout cas. Et je pense que pour les prochains, ceux qui veulent expérimenter le jeu, bah, faites attention à bien communiquer le tableau au préalable. La première fois, j'avais imaginé plein de cartes, des cartes de jeu que les participants auraient utilisées, des cartes de jeu avec chaque élément de la CEA séparément. Je me suis retrouvée du coup avec 36 cartes. Donc, quand on joue à 6, on distribue les cartes. Alors moi, j'étais toute contente au début. J'ai commencé par expérimenter ça avec les étudiants. Donc, chaque étudiant avait les 6 cartes. Et je me souviens, une des étudiantes qui a pris les 6 cartes dans ses mains, elle les a regardées, elle m'a regardée avec un air tellement en détresse que je me suis rendu compte que ça faisait trop d'informations à manipuler. Donc, tout de suite, je me suis adaptée, on a ajusté et on a utilisé le tableau en entier en balayant à chaque fois, du coup, pour chaque situation et en se posant les questions à chaque fois. On s'est demandé avec Mada Lucienne si c'était pas intéressant de faire une ligne par tour pour graduer finalement les interventions. Et je l'ai expérimenté ça une autre fois avec des enseignants et finalement les items peuvent être assez poreux et du coup c'est quand même pas mal d'appréhender le tableau en entier. Alors je sais pas, j'attends vos réactions à ce sujet si vous avez une idée sur la question. En tout cas, les étudiants sont rentrés tout de suite dans les considérations de l'inclusion. Je pense que ils se sentaient à la fois enseignants dans le jeu, mais toujours étudiants. Donc, ils avaient plein de choses à dire. C'était très intéressant. Les enseignants sont restés quand même pas mal sur leur expertise métier d'enseignant, avec surtout, dans le temps imparti, boucler une scénarisation qui tienne la route. Donc, pour l'animatrice que je suis, il faut toujours veiller à rappeler l'enjeu du jeu, puisque tout ça n'est qu'un prétexte pour parler de la CEA. Donc, pas trop se perdre dans les détails de l'enseignement. Et puis, les étudiants eux-mêmes m'ont proposé de mélanger les publics. Ils auraient bien voulu participer au jeu avec les enseignants. Et je pense que c'est une super idée. Donc, je me la note, je vais essayer de l'organiser. Parce que mélanger les publics, du coup, c'est assez intéressant. En tout cas, tout le monde est rentré dans le personnage, dans son personnage. Ça a fait rire, ça a fait discuter. Le fait d'être décalé dans un univers imaginaire, c'était vraiment très intéressant. Et en plus, ça permettait d'imaginer des choses de manière assez sécurisée, sans que sa posture d'enseignant soit mise à mal. Donc, ça, c'était très intéressant. Moi, pour l'animation, il faut absolument que je pense au moment où la proposition de cours est faite, de questionner les enseignants de l'équipe pédagogique pour leur demander si l'enseignement proposé est aligné avec leurs propres valeurs, celles de leur personnage, parce que finalement, à la fois, ça permet de rester dans l'univers du jeu, et surtout aussi, si en plus je l'explicite, hein, si je le verbalise, ça permet de leur dire aussi que l'inclusion, elle doit aussi fonctionner pour chacun des enseignants, et ça, c'est très important. Bon, 2 heures de jeu, c'est un peu juste. Les étudiants ont fait 3 tours, les enseignants seulement 2. Donc peut-être qu'il faut prendre le temps de prendre le temps. Si Erdmonte Rosa était là, il serait content. Ce qui est intéressant, ce qu'on a noté avec ma collègue, c'est que pendant le jeu, il y a certains participants qui sont restés intentionnellement dans les couloirs. Ils faisaient exprès du surplace pour pouvoir faire partie de la commission pédagogique avec bah, du coup les animatrices, donc avec les directrices pédagogiques de l'établissement. Du coup, on s'est dit qu'on aurait pu ajouter un autre joker qui est l'appel au conseiller pédagogique ou à l'ingénieur pédagogique.
Déjà parce que ça permet de travailler avec des questions, avec quelqu'un qui permet de diriger ou poser les bonnes questions. Et puis, c'est ce qu'on s'était dit aussi avec Mada Lucienne, bah, les conseillers pédagogiques dans la vraie vie, c'est quand même des super jokers pour les enseignants parce qu'on les accompagne au quotidien et voilà, c'est une manière d'envisager les choses de manière un peu plus riche. Euh, alors, en termes de bilan, euh, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés avec ma collègue, le premier objectif de connaissance de la CUA, après des briefings avec les participants, c'est OK. Deuxième objectif de compréhension de la CUA, franchement, ça les a aidés. On a eu des retours très positifs. Évidemment, en une fois, il y a encore des choses à explorer, mais disons que les principes premiers, la compréhension, voilà, c'est OK. Après, un objectif que j'avais en plus, en tout cas pour les étudiants, c'était vraiment de leur faire appréhender les étapes de stratégie de conception d'un enseignement. D'abord le profil métier, le niveau d'études, ensuite expliciter les objectifs d'apprentissage, et puis imaginer les évaluations et questionner l'alignement pédagogique, et puis les ressources, etc., etc., et l'animation. Euh, Bah ça aussi, ça a permis de synthétiser dans un temps court toutes ces étapes et finalement, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique pour les étudiants et mine de rien, les enseignants qui étaient présents, qui étaient inscrits au DU de pédagogie, c'est pour remettre vraiment leur métier sur l'ouvrage et ça les a aidés aussi. Et enfin, des objectifs qu'on ne pensait pas atteindre donc c'est pour ça que je les appelle les objectifs sérendipes, hein. La sérendipité, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherchait pas. On s'est rendu compte que ce fameux tour de table pour expliquer le choix des personnages, ça a été un super icebreaker. Et en plus, à la fois, ça a permis à chacun de mieux se connaître, mais tout le monde est rentré dans son personnage à ce moment-là. Donc ça, c'était très intéressant dans la dynamique de jeu. Je vais absolument le garder. Et puis, le fait de jouer ensemble autour d'un plateau de jeu, de se regarder dans les yeux, de rire ensemble, sans téléphone portable, sans ordinateur, eh bien, ça leur a offert une bulle de temps. Et certains des enseignants nous ont fait ce retour-là, vraiment, ils ont énormément apprécié. Et juste pour terminer, je finirai avec une petite anecdote. Les enseignants qui étaient inscrits au DU étaient donc autour de la table, autour du plateau de jeu. Et puis, à la fin du dernier tour, du coup, un des enseignants réagit sur la notion, alors dans la deuxième colonne de la CEA, deuxième ligne, l'histoire des symboles et des notations mathématiques. Et ce prof de physique dit à son voisin qui est prof de maths, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que nos étudiants maîtrisaient mal l'alphabet grec et que donc ça posait des questions sur les formules mathématiques. À ce moment-là, tous les deux se sont plongés dans le tableau de la CEA, ont mis leurs têtes entre leurs deux mains et sont restés bloqués à réfléchir sur comment ils pouvaient voilà, activer la CEA pour résoudre ce problème. Et ils se sont même pas rendus compte, du coup, ils étaient tellement concentrés qu'ils se sont pas rendus compte qu'on était en train de débriefer sur la séance de jeu. Ils se sont même pas rendus compte que je disais au revoir et merci. Ils nous entendaient plus. Il a fallu qu'on les réveille et qu'on les sorte de leur concentration. Et je peux vous dire que ce moment suspendu pour nous, les formatrices, eh ben, c'était un moment magique. Voilà, au même titre que les entendre ensuite discuter dans le couloir en disant mais oui, tu comprends, il faut penser à ça. Voilà, on a pensé à ce moment-là qu'on avait gagné une certaine partie et voilà, c'était très sympa. Donc voilà, maintenant, ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre retour. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez envie d'expérimenter le jeu? Ce serait sympa si on pouvait jouer. Bon, en visioconférence, c'est moins facile. Mais voilà, quelles sont vos réactions? Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation claire, précise du jeu et de l'expérience du jeu. Et comme tu nous y invites toutes et tous, qui souhaite passer à la deuxième question ou au deuxième commentaire? On m'a toujours dit que c'était plus facile la deuxième question.
Il y a déjà une main levée de Daniel. Ah oui, Daniel. Bonjour, mesdames. Merci pour cet exposé. C'était très enrichissant. Euh, j'ai aimé beaucoup votre approche là, de ludifier la CUA. Euh, Après ça, je me suis transposé. Je me suis dit, si ça avait été moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une communauté de pratique sur la pédagogie inclusive. Je ne connaissais rien à la CUA. J'ai tout appris là-bas. Et puis là, j'imaginais avoir eu accès à votre jeu à l'époque, puis qui aurait animé nos réunions. Alors, ce que je vais dire, ce sont mes commentaires. J'espère que je vais pas vous brusquer ou dans l'élaboration de votre jeu. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des fois de recommencer ou de jeter des parties. Euh, la base du jeu Cluedo en France, je pense, je la trouve très bonne, mais vous avez soulevé un aspect du temps qui était peut-être problématique, c'est que en 2 heures, on n'avait pas assez de temps. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je garderais tous les éléments du jeu. J'aime beaucoup le fait d'avoir des pièces comme la bibliothèque, la salle des travaux pratiques, l'amphithéâtre. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Je laisserais tomber peut-être le plateau de jeu avec les dés, parce que je pense pas que les dés apportent une certaine valeur ajoutée. Je trouve que Mhm. c'est probablement un ralentissement dans la partie. Donc, ce que je ferais, c'est que je garderais le rôle d'animateur et puis je ferais des paquets de cartes qu'on peut soit piocher ou volontairement choisir en tant qu'animateur de façon à cibler les conversations. Mais comme le but, c'est d'apprendre vraiment tout ce qu'il y a dans la CUA, les axes verticaux et horizontaux, je me servirais de ces cartes-là pour stimuler davantage la conversation, puis c'est ça le but finalement. Donc, je pourrais choisir par exemple l'amphithéâtre, une présentation de type PowerPoint, puis là, j'amènerais des éléments comme ça, puis là, je ferais discuter les gens. Donc, vous êtes dans un amphithéâtre, vous devez faire une présentation, il y aura 150 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, ben, vous pouvez leur cibler certaines cases de l'axe vertical et horizontal. Et finalement, juste pour stimuler la conversation. Donc, tout l'aspect du jeu, du board game, du plateau de jeu, pardon, j'éliminerais et puis j'irais à l'essentiel pour jouer plus, pour parler plus. Mais je garderai les éléments du jeu clou sans toutefois garder la mécanique un petit peu qui peut ralentir le jeu. Mais j'aime beaucoup votre idée. J'espère que vous allez la développer. Et puis, je pense que c'est quelque chose que chaque professeur, euh, d'ailleurs, je la limiterai pas à l'enseignement universitaire, là. J'essaierai de la rendre accessible à tous les niveaux, collégial, lycée, collégial, c'est au Québec. Mais je pense que tout le monde aurait intérêt à se familiariser avec les concepts de la CUA. Donc, ne vous limitez pas au monde universitaire, s'il vous plaît. Ok, Merci, Daniel. merci beaucoup. Des réactions, Florence, Madame Lucie? Bah, merci, hein, merci pour les idées. Pourquoi, dans un premier temps, je me limite à l'université, puisque c'est mon terrain de jeu favori. Donc, je vais commencer par là et puis on verra ensuite. Mais oui, merci beaucoup. Sachant que je crois que Daniel est enseignant et peut-être même a repris des études il y a peu. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à vous présenter lorsque vous intervenez. Qui souhaite poursuivre l'échange? Floris, est-ce que tu vois des petites mains? Non, je regarde le chat aussi et pour l'instant, je pense Je qu'il y vais avait... peut-être me lancer pour susciter peut-être la réflexion et la discussion en écoutant Florence. Et puis, quand elle nous présentait les différents compartiments de la maison ou de l'établissement, je me suis demandé comment intégrer l'enseignement en ligne dans le jeu. Si on garde la configuration physique de la maison ou de l'établissement. Euh, eh ben pour te répondre tout de suite, en fait, la partie appart de l'étudiant, c'est à la fois le travail personnel, mais aussi la visio ou le travail asynchrone. C'est-à-dire pas seulement la visio, mais aussi les ressources sur Moodle, du travail personnel, des choses comme ça. Donc après, en fonction
de ce que propose. C'est sur l'animation, en fait, que j'ouvre les possibles à ce niveau-là. Et en tout cas, c'est cette salle-là qui donne le prétexte à ça. Ça peut être aussi, excuse-moi, sur le hall d'entrée, qui est aussi un hall de sortie. Ça peut être aussi le contact avec le monde extérieur. Et si, par exemple, il s'agit d'un webinaire de la IPU, et ben, du coup, ce sera l'occasion là, à cet endroit-là. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question, euh, mais à tout le monde. Euh, ok, tout le monde est très vertueux dans sa pratique. Personne n'est contre la reconnaissance, bref, du fait que nous sommes tous différents et tout. Mais en pratique, à travers votre expérience, j'aurais deux questions. La première, c'est n'y a-t-il pas, comment dire, un prérequis, c'est-à-dire de connaissance justement à la fois ce que nous apportait un peu Madame Lucienne sur le fait que apprendre, c'est un processus actif qui est à la fois un ancrage génétique, mais aussi un ancrage épigénétique, hein, parce que je pense que c'est ce que vous avez voulu aussi exprimer. Euh, et donc, au fond, ma première question, c'est n'y a-t-il pas, comment dire, un partage de connaissances minimales pour voir un peu qu'est-ce qu'on met derrière cette notion-là? Pour essayer de la comprendre, peut-être aussi pour faire émerger nos propres représentations que nous avons de cela. Et puis, l'autre chose, mon autre question, c'est à travers les 9 cases, comment dire, les 9 cases de la CEA, à partir de votre pratique, y a-t-il des cases qui sont plus faciles à investiguer, à s'approprier que d'autres? Vous voyez ce que je veux dire, les cases, c'est ces croisements entre des colonnes et des lignes. Alors, pour te répondre tout de suite, effectivement, ce jeu du Cluedo intervient en deuxième atelier. Et le premier atelier, c'est la sensibilisation aux pratiques, aux pédagogies inclusives. Donc, avec à la fois qu'est-ce que c'est que l'inclusion, l'accessibilité, mais aussi, voilà, comment construire un apprentissage solide, comment aussi tenir compte potentiellement de situations particulières. Donc, il y a un premier atelier, en tout cas, qui pose les bases. Ce qui a moins bien fonctionné pour les enseignants par rapport aux étudiants, c'est que ce premier atelier a eu lieu tout de suite avant. Hmm. Donc, on a, en quelque sorte, ils n'ont pas eu le temps de la maturation. Et c'est plutôt dans cette organisation-là qu'il faudra faire autrement. Mais pour les étudiants, en revanche, c'était la semaine d'avant. J'avais fait un cours, le premier cours sur la première partie. Donc ça a mieux fonctionné. Et d'ailleurs, quand je parlais des 2 heures, je pense sincèrement qu'on fera des ateliers de 3 heures plus tôt. Euh, Parce que même le temps soi-disant perdu, c'est vrai que c'est du temps perdu, de la manipulation des dés évoluer sur le plateau. Je réponds à retardement à Daniel, hein, parce que c'est juste ce petit temps de réflexion. Mais ça n'empêche que ça fait partie du rituel, le rituel du jeu, et ça participe quand même à rentrer dans un univers qui est complètement décalé. Donc, mais après, c'est vrai que les cartes, bon, je, je, je prends en compte. Il y a aussi autre chose, c'est que dans le jeu du Cluedo, il y a donc la fameuse arme du crime. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me disais, peut-être que l'arme, c'est du coup la ressource pédagogique. Parce que Daniel, vous parliez de PowerPoint, ça peut être une vidéo, ça peut être des contraintes comme ça qui sont considérées comme des armes du crime. Là, il faudrait vraiment que je les redessine parce que ça marche pas quand même si on sort un chandelier ou un couteau, ça va pas du tout. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'introduire une petite contrainte supplémentaire et je prends bien en note ta remarque. Et pour les cases qui sont plus faciles à appréhender, franchement, j'ai pas assez de recul parce que les étudiants ont fait 3 tours et les enseignants ont fait que 2 tours. Donc, je saurais pas dire là. Je vais commencer par là. Généralement, lorsqu'on parle à un groupe qui pense connaître déjà la conception universelle de l'apprentissage, les gens pensent plus à l'accessibilité. Les gens Mm. associent davantage la CEA à l'accessibilité et même euh,
au sujet de l'accessibilité, moi, je me rends compte que c'est davantage dans l'action et l'expression, un peu dans la représentation. Je dis un peu parce que c'est juste par rapport au sens, à nos cinq sens, à écrire ou écouter, etc. Ça se limite là. Alors que quand on regarde bien les dimensions à la fois horizontales et verticales de la CEA, on se rend compte que l'accessibilité touche d'abord à l'engagement de la personne étudiante. Que ce qu'on lui propose n'est pas authentique, quand la personne étudiante ne trouve pas que ça a du valeur pour elle, ça ne, la personne étudiante n'accède pas à ce qu'on lui propose, ni adhère pas. Donc, je pense que cette nouvelle version de la conception universelle de l'apprentissage, pour moi, c'est ce qu'elle nous amène de clarifier un peu les principes et les lignes directrices. Toujours pour rester sur cette question, qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre? Moi, je vais dire qu'est-ce que les enseignants ou les personnes conceptrices pédagogiques voient moins. Je veux dire le soutien. Là, ça se voit avec la version 3.0. On voit en quoi il est important pour la personne enseignante de designer son soutien. Parce que le soutien, souvent, les enseignants pensent que c'est juste des choses qui vont arriver comme de manière automatique, à la demande. Alors que souvent, c'est bon, dès la planification, de savoir quelles sont les actions, quelles sont les interventions d'accompagnement que je vais mettre en place pour mon public. Et puis, de s'adapter maintenant sur le terrain selon la demande. L'autre élément difficile, un peu, oui, plutôt difficile à mettre en place, c'est les fonctions exécutives. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que c'est les éléments qui garantissent le plus l'apprentissage en profondeur. Parfois, ce ne sont pas des actions d'enseignement, on va le dire. C'est parfois dans des ressources que l'enseignant apporte. Parfois, c'est juste dans le questionnement. Parfois, c'est juste dans la présence. Parfois, c'est juste dans le temps qu'on prend. Parfois, c'est juste dans la collaboration que l'on crée, etc., etc. Parfois, c'est dans les questions, la formulation de nos questions, par exemple, euh, de ne pas juste aller viser la connaissance, mais aussi le ressenti de la personne étudiante, c'est aussi important pour pouvoir s'ajuster, corriger, pallier à certaines difficultés. Euh, pour répondre à la première question, les connaissances minimales à apporter à la conception universelle de l'apprentissage, moi, je dirais les connaissances sur la diversité. Parce que pourquoi je vous ai amené le cerveau? C'est vrai que quand on parle de CUA, il y a toujours les images de cerveau. Moi, au début, je voulais pas les regarder tellement je trouvais que c'était comme clinique. Là, j'ai fait l'effort de vous trouver quand même une belle image de cerveau. Oui, pour montrer que l'inclusion, ce n'est pas juste pour la personne que l'on trouve différente de nous. Souvent, on pense en général aux étudiants internationaux, aux personnes qui vivent avec des facteurs visibles de diversité. Et donc, en amenant la diversité sous l'angle du cerveau en contexte d'apprentissage, ce que l'on montre, c'est que la diversité, cela concerne tout le monde. En tout cas, la diversité en contexte d'apprentissage concerne tout le monde. Encore plus les personnes qui vivent maintenant avec des facteurs de diversité qui ont besoin que l'on agisse, que l'on intervienne, que l'on varie, que l'on flexibilise nos dispositifs. Je pense que pour moi, c'est la diversité, mais la diversité universelle. Merci beaucoup. Et à vous écouter, j'ai envie de dire, imaginons que ce soit un combat, bien que ça n'en est pas un, mais nous aurons gagné le combat de la diversité, de l'inclusion lorsque nous n'en parlerons plus et que tout un chacun pourra justement, comment dire, se sentir à la fois reconnu, euh, reconnaître, comment dire, le soutien qui lui est apporté pour son engagement et prendre conscience qu'il réalise des apprentissages en profondeur. Euh, Moi, je demeure quand même convaincu, mais c'est très personnel, que une connaissance sur les processus d'apprentissage est quand même l'un des préalables. Euh, Parce que apprendre, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et puis, au fond,
Moi, ça me fait penser à cet ouvrage quelqu'un qui est dans la salle virtuelle va sourire dans quelques instants, mais à cet ouvrage de Michel de Saintonge, qui est pas récent du tout, mais qui indiquait enfin, qui posait la question, j'enseigne, mais apprennent-ils? Au fond, est-ce que c'est pas une autre façon, à travers l'inclusion, cette approche-là, de revenir sur, enfin, d'apporter des éléments de réponse à ça? Je vais redonner la parole à Daniel juste avant de dire que au fond, il y a quelque chose qui me semble important dans ce que vous avez dit et puis que je relève là, c'est à la fois le rôle de l'émotion et peut-être que lorsque vous parliez, comment dire, tantôt, Madame Lucienne, du cerveau, peut-être que ça nous amène justement à aller plus en approfondissement sur ce qu'on appelle entre autres, par exemple, la boucle neurosomatique, c'est-à-dire le fait que apprendre, c'est être bien dans son corps et être bien aussi dans son registre d'émotion. Et ça nous a peut-être qu'au fond, l'inclusion, et là, je fais un petit clin d'œil à Hartmut, mais aussi à Florence. Est-ce que la finalité de l'inclusion ne serait-elle pas de permettre aux personnes qui sont co-présentes pour une activité d'enseignement d'apprentissage d'entrer en résonance? Je donne la parole à Daniel. C'est bien dit, Monsieur Paclin, merci. Euh, Juste pour rester sous le thème de Includo, mon idée c'est a mûri dans ma tête dans les dernières minutes. Et puis, comme vous êtes là pour avoir des trucs ou des nouvelles idées, alors voilà, je vous les donne. Je propose de peut-être tourner le jeu à l'envers. Comme dans Includo, le but étant de trouver le lieu, l'arme du crime et la personne. On pourrait tout simplement y aller à l'inverse et puis arriver directement avec un lieu, une méthode pédagogique qui correspond ici à l'arme du crime et le personnage qui correspond à la personne ayant une caractéristique quelconque. Alors que j'ai trois exemples pour illustrer mes propos. Donc ça pourrait être la carte salle de classe, la méthode pédagogique étant une vidéo à diffuser dans la salle de classe. Et puis la personne en question qui amène la contrainte, elle est malentendante. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Donc, peut-être peut-on générer des sous-titres, etc. Ensuite de ça, j'aurais aussi laboratoire de travaux pratiques. La méthode pédagogique serait faire un travail d'équipe. Et puis, on a un personnage qui souffre du spectre de l'autisme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et enfin, pour terminer, je vais chuter avec ça. On aurait la bibliothèque ou une salle de travail dans la bibliothèque. On aurait la méthode pédagogique qui est un travail collaboratif. Et puis, on a un personnage qui souffre de cyberdépendance et qui est toujours sur son téléphone. Alors voilà, c'était mes trois idées. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Madame Lucienne, vous vouliez intervenir avant même que Daniel ait terminé. Allez-y. Oui, parce que ça m'a fait penser à mes scénarios de formation quand je donne mes deux formations sur la diversité et sur la conception universelle de l'apprentissage, parce que je procède toujours par des mises en situation, donc des études de cas. Et puis, au début, c'est ce que je faisais. Je proposais des situations avec une situation pédagogique, une personne enseignante avec des valeurs pédagogiques et des valeurs personnelles, et puis une personne étudiante dans un groupe d'étudiants, mais personnes étudiantes vivant avec un facteur de diversité. Et puis, toujours pour les personnes participant à la formation, c'était facile de trouver la solution. C'était facile parce que on sait ce qui, ce qui détonne dans le groupe. Et là, je suis en train de préparer une autre session de formation et c'est ce que je ne fais pas. Je fais des situations qui semblent ordinaires, courantes. J'envoie la personne enseignante voir la personne conseillère en pédagogie universitaire avec une inquiétude qui dit, oh, mon cours qui semblait fonctionner ne fonctionne pas cette session parce que j'ai des abandons, parce que j'ai un taux d'échec. Comment peux-tu m'aider? Là, je ne montre pas, je ne, je n'identifie pas de personnes étudiantes particulières qui vit des difficultés et je l'envoie comme ça voir la conseillère pédagogique pour que ensemble, en partant du principe que le cerveau en contexte d'apprentissage est variable, donc de concevoir un dispositif flexible qui puisse se prêter, qui puisse être utilisable à toutes les personnes étudiantes. Parce que l'autre chose, c'est que quand on identifie une personne étudiante avec une difficulté,
souvent aussi, on y va avec des solutions d'équité, d'accommodement pour la personne, au lieu d'y aller avec des solutions d'inclusion. Ben, pour vous dire, Daniel, que quand on parle de diversité et d'inclusion, parfois ce n'est pas facile. Moi, depuis que je donne mes formations, presque 2 ans et demi, à chaque session, je change mes scénarios parce que à chaque fois, je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que je m'adapte, que je tourne l'affaire. Là, cette fois-ci, c'est comme ça que je vais y aller et sûrement que je trouverai que ça ne fonctionne pas. Alors moi Mais vous aussi, avancez. Oui, Florence. Après, j'aimerais on a une répondre. question d'Alexandra. Ouais, juste avant Alexandra, excuse-moi Alexandra, pour répondre à ça, effectivement, la question des situations particulières et les témoignages étudiants, on les évoque dans le premier atelier. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, on se base sur la diversité et la norme, Gardou 2012, et le nécessaire pour certains va être profitable à tous. Donc, l'idée, c'est vraiment que la situation de handicap n'est pas mentionnée, elle n'est pas mise en avant, ça n'est même pas une donnée, parce que c'est sûr il faut l'avoir fait avant, c'est sûr que c'est un préalable, et là, je suis complètement d'accord avec toi, Daniel. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, si on est inclusif, c'est pour tout le monde. On propose un formidable buffet et il y en a qui mangeront végétarien, d'autres qui mangeront de la viande ou des graines, enfin, etc. Et ce sera pour tout le monde parce que l'enjeu, c'est de passer un moment ensemble de convivialité. Donc, c'est cette idée-là. Mais par contre, je garde ton idée de carte parce que c'est vraiment bien. Et au lieu d'avoir des cartes d'étudiants avec des besoins particuliers, on sera sur les cartes profil métier, ce qui était la dynamique de départ. Et ouais, je vais essayer comme ça. Merci beaucoup, Florence. Alexandra. Bon, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit pour Mada et... Ah, j'ai oublié Florence. Florence. et Florence, pardon. Et parce que, bon, moi, quand j'étais formée au QA, vraiment, j'étais formée sur plusieurs mois et petit à petit, et en même temps sur la conception et la scénarisation du QA en relation, et bon, on était avec des équipes des disciplines similaires pour travailler mieux le profil et comment voir en utilisant les QA une possibilité aussi de interdisciplinarité. Et je me rappelle que, bon, le QA fait bien la distinction entre ne pas faire des cours d'intégration dans le sens qu'on discrimine une différence, mais justement, comme vient d'être dit, de la diversification, c'est-à-dire viser le plus large possible les différences, soit des modes d'apprentissage, différences émotionnelles, et on peut parler aussi des différences psychologiques, parce que, par exemple, euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup de profils et de neurodiversité. Et, et alors, là, je me rappelle que l'une des choses qu'on essayait de faire dans nos scénarisations, c'était de faire que les étudiants travaillaient en collaboration. Parce que comme ça, on pouvait exploiter les différences. Et sur le jeu, vraiment, je suis très intéressée pour pouvoir les tester et dans le contexte universitaire. Et Saint-Étienne-Nantes, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Hein? Ah, c'est pas très loin, ouais. Saint-Étienne-Nantes, ça va. Oui, on parle de 6 heures de train. Bon. Ah, mon micro est là. Vous m'avez entendu ou pas? Oui, Oui. oui, on a vu. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Alexandra. Alors, moi, je suis toujours très soucieux du temps, hein. Oui, Je vous une remercie petite beaucoup. Oui, vas-y. chose pour les cartes. J'avais pensé qu'une bonne idée, ça serait de proposer des activités, justement, que les cartes proposent des solutions. Par exemple, je peux piocher des activités et pour me débrouiller dans les cours. Bon, voilà, c'est ça.
On voit bien tout un travail qui s'ébauche et puis je ne peux que souhaiter que les collaborations naissent et que, comment dire, peut-être qu'un jour soit dépassé le plateau et l'approche Cluedo pour vraiment avoir quelque chose de très singulier et de nouveau, peut-être l'objet créé à cette occasion. Merci beaucoup, Madame Lucienne, merci beaucoup, Florence, pour cette présentation. Merci à vous qui avez participé à cette séance. Euh, Comme je disais, je ne veux pas vous prendre trop de temps, juste pour vous signaler, et je vous le mets en partage, comment dire, nos prochaines activités. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, nous retrouverons le 21 janvier sur une autre thématique qui est le rôle des conseillers pédagogiques avec Constance Denis, c'est-à-dire où va ce métier? Avec, comment dire, un enjeu qui est important, considérant qu'il y a d'évolution des compétences de part et d'autre et des attentes également qui sont différentes. Nous nous retrouvons ensuite le 18 février sur une autre question qui est la question, OK, je fais des choses dans ma pratique, je cherche à changer la pratique, mais au fond, comment valoriser ça et comment ceci rentre dans l'économie de la reconnaissance de moi en tant qu'enseignant, enseignante, enseignant, enseignante, chercheuse. Et puis, pour celles et ceux qui auront la possibilité, qui seront, comment dire, à Québec, nous aurons un grand plaisir à vous accueillir à l'UQAR le 21 mars prochain pour une journée d'études où il s'agit d'oser conjointement le changement et en prenant une posture que nous cherchons à assumer, qui est l'anticolloque, et en travaillant sur des questionnements. Alors, des questionnements que vous pouvez voir ici. Au fond, l'IA, puisqu'on en parle beaucoup, est-ce que c'est ami ou ennemi? Le changement, je l'aime, mais moi non plus, c'est bien beau chez les autres, c'est bien de changer, puis changer, mais moi, laissez-moi tranquille. Et puis, plus vite ou plus loin, c'est une façon aussi, à travers cette question, ben justement, d'interroger le temps et le collectif qui semblent être deux composantes, deux ingrédients de la transformation durable des pratiques pédagogiques. Et puis, excusez-nous, mais nous n'avons pas encore le thème du 15 avril, mais d'ores et déjà, vous retrouverez sur le site de la section Amérique d'IPU ces différents événements. Nous allons revenir vers vous aussi sur, une fois que nous aurons avancé sur la constitution de la journée d'études du 21 mai, journée d'études qui sera précédée, comment dire, d'un temps de convivialité la veille, de façon justement à prendre le temps de se connaître pour pouvoir, comment dire, être directement dans une dynamique d'échange dès le vendredi 21 mars. En tout cas, merci. Je renouvelle mes remerciements. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.